Des mots pour prévenir. C'est un balado pour les parents et réalisé par le Centre de services scolaires des découvreurs dans nos locaux, et il faut le préciser, ne sont pas des studios d'enregistrement. Alors, sans prétention et en toute simplicité, nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour les parents. Alors, bienvenue à ce deuxième épisode. Je me présente, Geneviève Lampron, travailleuse sociale pour le Centre de services scolaires des découvreurs. Alors, j'ai encore le plaisir d'être avec mon amie Valérie, qui a plusieurs chapeaux en fait. Donc, encore une fois, je vais te laisser te présenter. Oui, effectivement, plusieurs chapeaux. Je suis là à titre de chargée d'enseignement clinique au certificat en dépendance à l'Université Laval. Mais je suis aussi conseillère en prévention pour l'organisme Trapèze, qui travaille en prévention des dépendances, qui est présent dans plusieurs écoles secondaires, en centre de formation professionnelle aussi, dans la capitale nationale, qui réalise différentes activités, ateliers auprès des jeunes, des élèves, mais aussi des activités auprès des adultes qui entourent ces jeunes-là. Et finalement, je suis aussi membre de l'équipe de recherche de l'enquête Compass Québec, donc qui est réalisée dans plusieurs écoles dans la capitale nationale, mais aussi ailleurs au Québec. On commence maintenant ce deuxième épisode, Valérie, avec la question suivante. Est-ce que c'est normal de ne pas être à l'aise d'en parler? Bien sûr, on a abordé ce sujet-là dans le premier balado, sur le se préparer à avoir la discussion, sur le fait que certains moments où ça va peut-être animer ou réactiver certaines émotions. À l'adolescence, il se passe beaucoup de choses. Même comme parent d'ado, on devient parent d'ado. On apprend à l'être, on développe une nouvelle relation avec notre adolescent qui lui-même est en transformation, se redécouvre. Donc, on a des repères à recréer. Puis ça se peut que cette discussion-là, elle nous mette mal à l'aise. Ça se peut que on ait besoin de se préparer, de se trouver des nouveaux repères dans cet échange-là, dans cette discussion-là avec notre enfant, parce que ça peut déclencher beaucoup d'émotions. Mais ça se peut que ce soit notre jeune aussi qui soit pas à l'aise d'en parler. On fait quoi dans ce temps-là? Est-ce qu'on insiste? Est-ce qu'on provoque cette discussion-là? On le prend comment? En fait, je pense que non. Si l'enfant veut vraiment pas en parler, je pense que ça sert à rien d'insister. Par contre, on peut nommer qu'on est là. Si jamais l'enfant change d'avis ou quoi que ce soit, je pense que c'est important de le nommer. Mais on n'insiste pas. Parce qu'il faut vraiment penser que, des fois, les jeunes sont pas à l'aise parce que, qu'est-ce qu'ils ont à perdre? Si jamais la discussion ne vire pas comme ils voulaient, si jamais, des fois, les jeunes, ce qu'ils nomment, ils ont peur du jugement, ils ont peur d'avoir des conséquences, ils ont peur d'être chicanés. Fait que des fois, ils ont trop à perdre dans la relation pour aborder ce sujet-là avec leurs parents. Puis il faut se rappeler aussi, comme parents, qu'on a déjà été enfants et qu'on n'a pas tout dit à nos parents et qu'on n'a pas eu envie de parler de tous les sujets avec nos parents, d'où l'importance de connaître des ressources qui existent pour justement s'assurer que si jamais il est pas à l'aise avec moi, au moins il va pouvoir savoir ou elle va pouvoir savoir vers qui se tourner. Mais là, la grande question qu'on se pose, c'est à partir de quel âge qu'on commence à en discuter? Ça, c'était une des questions aussi qui ont été nommées par les parents. On commence quand? De quelle façon? Est-ce qu'il est trop tôt? Est-ce qu'il est trop tard? Puis on peut le faire de différentes façons. Puis oui, on peut commencer très tôt à parler de substances, sans nécessairement parler de substances spécifiquement ou des drogues vraiment qui peuvent être consommées là, à partir de l'adolescence ou de l'âge adulte. On peut commencer très tôt. L'important, c'est de le faire de façon adaptée, de façon claire aussi, selon le niveau de développement, selon là où est rendu notre enfant. Puis les expériences varient tellement. On revient encore une fois avec notre loi de l'effet, avec le fait que la recette, elle n'existe pas. Puis c'est là où le lien avec l'enfant devient vraiment, vraiment important pour bien saisir où il est rendu, bien comprendre son parcours, son cheminement, s'assurer d'être adapté. Mais on peut, dès le primaire, en fait, aborder la question des substances de différentes façons. Quand on parle des médicaments, quand on parle de la façon de doser, l'importance de prendre une dose adéquate pour son poids, pour son âge. Déjà, on aborde la question de la consommation. Absolument. Il y a différents produits dans la maison qui existent, qui sont présents. On va parler des risques associés à ces produits-là. Le fait de consommer tel ou tel aliment va avoir un effet sur notre santé. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres, qui ont plus de bienfaits. Tout
Ce sont toutes des discussions qui mènent à une plus grande discussion sur les drogues ou les substances à l'adolescence. Donc oui, on peut commencer très, très tôt. Évidemment, au début de l'adolescence, ben là, les situations ou les occasions d'aborder plus directement les substances que sont l'alcool, le cannabis ou d'autres drogues, la nicotine aussi, qu'il faut pas oublier, évidemment, qui en fait partie, ben là, on peut commencer à en discuter. Idéalement, ces discussions-là, elles vont se faire à partir de ce que le jeune sait déjà et à partir de ce qu'il veut savoir. Puis encore une fois, ici, on n'a pas besoin d'avoir toutes les réponses. Mais on part de là où il est et on s'assure d'être le plus adapté, le plus en phase avec ses préoccupations à lui, puis avec son besoin à lui. Puis nous, dans les écoles, tu sais, les intervenants et intervenantes vont, tu sais, il y a des programmes validés, là, approuvés, qui sont donnés aux jeunes. Fait que des fois, ça peut être aussi un point de départ de « Hey, vous avez parlé de ça aujourd'hui », tu sais, ça peut être un beau déclencheur à une belle discussion. Tout à fait, tout à fait. Puis un élément aussi qu'il faut considérer, c'est oui, ce qu'il sait, les questions qu'il ou elle a, son expérience, mais aussi bien comprendre comment le cerveau de l'adolescent se développe. Parce qu'évidemment, notre adolescent de 12-13 ans est pas au même niveau que notre adolescent de 16-17, au niveau du raisonnement, au niveau de la gestion de ses émotions. Absolument. Ce qu'on sait, c'est qu'au début du secondaire, là, la gestion des émotions, elle est la façon de ressentir les émotions, là, c'est pleinement mature. Nos jeunes adolescents, là, sont dans le plaisir, là, maintenant, ici, on veut avoir du plaisir et on le ressent intensément. C'est ce qu'on recherche. Absolument. Absolument. Donc, sauf que le pendant de ça, c'est qu'au début de l'adolescence, toute la partie du cerveau qui vient soutenir le raisonnement, la capacité à retarder la récompense, de réfléchir aux conséquences associées aux différents comportements ou différentes actions qu'on va mener, c'est pas tout à fait mature encore. C'est pas prêt. Ça continue sa maturation jusqu'à la fin de l'adolescence, voire le début de l'âge adulte. Donc, nos jeunes de 12, 13, même 14 ans, c'est là où le décalage entre le « je veux du plaisir ici maintenant » et capable de réfléchir à ce qui va arriver après, c'est là où l'écart est le plus grand. Donc, on est vraiment dans cette recherche-là du plaisir, puis dans peut-être une certaine limite aussi à envisager la suite des choses. Exact. Donc, dans la prise de décision, c'est sûr que ça vient jouer. Comme parents, tu sais, vu que notre cerveau est plus mature, plus développé, des fois, on reçoit de l'information sur les substances, puis on dit « Oh mon Dieu, c'est intéressant, il faut que je dise ça à mon enfant. » Mais il faut se rappeler qu'il n'a pas le même cerveau que nous, donc il va peut-être pas prendre l'information comme on aurait envie qu'il la prenne, finalement. Ben oui, puis les expériences sont différentes aussi. On revient encore à notre loi de l'effet, de comparer les situations, tout ça, mais ça vaut aussi pour l'information. Ce qui est adapté, approprié pour un parent, ce qu'on va aller chercher comme réponse à nos questions, ça nous appartient. À partir du moment où on mène cette discussion-là avec notre adolescent, ben c'est d'où l'importance de revenir sur qu'est-ce qu'il connaît, qu'est-ce qu'il a envie de savoir, puis on part de là. Ouais, c'est ça. Et maintenant, on va poursuivre, Valérie, avec les mythes. Donc, les choses qu'on a pu entendre, les affirmations qu'on a pu entendre. Moi, de mon côté, quand j'étais dans les écoles, je voyais vraiment qu'il y avait une préoccupation de par le fait de si on en parle, ça va leur donner le goût de consommer. Et là, il faut vraiment prendre en considération que tout va dépendre de, justement, comment on en parle avec son enfant. C'est sûr que si, comme on disait dans le balado précédent, qu'on parle de nos expériences, qu'on a trippé, puis que il est arrivé des péripéties, ou ben là, tu sais, peut-être, là, tu sais. Par contre, de parler de substances, de donner une place pour ouvrir le dialogue, pour favoriser un filet de sécurité, puis comme on dit, de partir de qu'est-ce que l'enfant connaît, qu'est-ce qu'il a envie de savoir, ben là, je pense qu'on a moins de risques de faire fausse route. Puis d'avoir envie de consommer, là, on s'entend, si on ne donne pas l'information aux jeunes, ils vont aller la chercher. Puis ça sera peut-être pas sur des sources qu'on a envie qu'ils aillent la chercher, l'information. Tu sais, avec tout ce qu'on trouve sur Internet, vaut mieux avoir une discussion que de les laisser aller chercher ça un peu partout puis de pas savoir s'ils ont la bonne information, là. Surtout quand on sait qu'on est dans une société où la consommation est présente. Il y a des produits qui sont disponibles légalement, il y a des produits qui sont consommés dans certaines familles, quand on parle seulement de l'alcool. Absolument. On est dans un environnement où les substances sont déjà présentes. Donc, d'avoir la discussion et d'en parler ouvertement,
c'est la meilleure façon de donner des informations qui sont justement crédibles et justes. Tout à fait. Puis ça m'amène à l'autre mythe que j'entendais souvent, c'était que c'est un passage obligé. Les jeunes vont faire leur expérience, ils vont l'échapper, c'est normal. Peut-être même de voir ça un peu comme une certaine forme de banalisation, entre autres avec l'alcool, qui est très socialement accepté dans notre société. Ce n'est pas un passage obligé. Comme on disait dans le balado précédent, ils vont avoir à se positionner sur le choix qu'ils vont faire, mais ce n'est pas un passage obligé. Puis souvent, j'avais des jeunes, des fois, dans mon bureau, qui venaient me voir parce qu'ils étaient inquiets pour des amis ou peu importe, puis qui me disaient, moi, ça m'intéresse tellement pas. Puis ils avaient de l'air gênés. Puis souvent, je leur disais, mais tu devrais tellement être fier et d'assumer ton choix. Puis j'ai dit, vous êtes pas, ils sont pas les seuls. C'est juste que de faire une story, par exemple, pour dire « Hey, moi, je ne consomme pas, je n'aime pas les substances », c'est peut-être pas gagnant, dans ce qu'on... C'est pas ça qui attire le plus de réactions. Puis même ce qu'on voit dans les enquêtes, dans la région, mais partout au Québec, c'est qu'au contraire... Contrairement à cette impression-là qu'on a de beaucoup de jeunes consomment tout ça, ce qu'on voit, c'est une diminution constante. Depuis le début des années 2000, là, c'est en diminution constante pour à peu près toutes les substances, le nombre de jeunes, la proportion de jeunes qui en fait usage. Fait qu'il y a vraiment une norme qui a changé. Absolument. Là. Au contraire, on est dans une majorité d'adolescents qui en font pas usage de la plupart des substances. Puis on le voit dans nos données Compass aussi. Tout à fait. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais il y a d'autres mythes qui circulent, entre autres le fait de quand on va en essayer une substance, parce qu'on sait qu'on est à l'adolescence davantage dans un contexte d'exploration, d'essais de différents produits. Évidemment, on veut que ce soit le plus tard possible, là, mais quand il y a l'essai d'une substance, un des mythes, c'est si on commence par une, on vient de mettre le bras dans le tordeur, puis il va y en avoir d'autres après, ça va amener à consommer d'autres substances après. Mais ça aussi, c'est un mythe. Parce que, donc, comme on le disait, pour la majorité des jeunes, ça reste exploratoire, il va y avoir des différentes tentatives qui vont être faites, puis ça veut pas dire que ça va être des substances ou des effets qui vont être recherchés par la suite, puis ça va peut-être juste faire un temps, puis on va passer à autre chose ensuite. Donc, il y a pas cet enchaînement-là. Oui, il y a des risques associés au fait de consommer différentes substances, mais c'est pas un chemin tracé d'avance, puis c'est pas une fatalité à partir du moment où on fait usage d'une substance. Puis souvent, cette espèce de crainte-là va apparaître à partir des drogues qui sont plus illégales, par exemple. Puis encore là, même là, avec le cannabis qui est maintenant légal à partir d'un certain âge, mais on dirait qu'on n'a pas cette crainte-là quand notre enfant va commencer à faire des expériences avec l'alcool. On commencera pas à se dire, bon, mon Dieu, là, il prend de l'alcool, après ça, il va fumer du cannabis, après ça, il va essayer d'autres drogues. Ou on dirait que c'est après le stade de l'alcool que là, s'il fait l'essai ou si elle fait l'essai d'une autre substance, là, la crainte s'installe. Oui, ça vient peut-être mettre le doigt sur le fait qu'on a des perceptions puis des attitudes différentes selon les substances. Absolument. Aussi. Donc, on va peut-être agir ou réagir de différentes façons en fonction des différentes substances. Puis dans ces expériences-là qui sont menées à l'adolescence, un des mythes qu'on entend beaucoup aussi, c'est le fait à partir du moment où on essaie, la dépendance s'installe. Là. Il y a quelque chose déjà dans le fait d'être accro à ces substances-là qui vient très rapidement. Encore une fois, des recettes, il n'y en a pas. Les substances ont chacune comportent certains risques. Il y a des substances qui ont effectivement un potentiel de dépendance un peu plus élevé, mais évidemment, il y a d'autres éléments à considérer. On revient encore et toujours à notre loi de l'effet. Il y a la personne, il y a la substance, puis il y a le contexte. Puis il y a un des éléments qui est particulièrement important dans une éventuelle trajectoire plus problématique en lien avec la consommation, c'est la raison pour laquelle on le consomme. On l'a vu dans la littérature, c'est clairement démontré qu'à partir du moment où on consomme pour atténuer certains symptômes, pour calmer des souffrances, pour fuir certaines situations, pour oublier. Là, on est davantage dans des motifs qui sont associés à des parcours plus difficiles, plus problématiques. Puis là, il y a des éléments à aller réfléchir justement sur l'adéquation entre le moyen puis le besoin qui est à la base. Tout à fait. Mais sinon, il n'y a pas cette trajectoire-là ou cette ligne-là directe entre le fait de consommer et de développer une dépendance. Non. Puis ça va être rare qu'un ou une jeune va venir dire je consomme pour oublier mes problèmes. Tu sais, de faire ce lien-là. Tu sais, nous, comme adultes, des fois, dans la discussion, on peut le voir de, mon Dieu, tu sais, ça revient souvent quand il essaie de fuir ou quand elle essaie d'oublier. Mais le jeune ou la jeune, ça se peut qu'il ne soit pas conscient de ça, là.
Oui, puis il y a certains messages qu'on porte aussi comme adultes, comme parents, de par les craintes que nous, on a d'associer certaines consommations à des conséquences à beaucoup plus long terme. Oui. Et c'est là on se retrouve avec des messages qui sont vraiment ancrés uniquement sur les risques puis sur la peur de ce qui va arriver. Puis on l'a dit précédemment, les messages ancrés sur la peur, ben on perd un peu de crédibilité là, parce que le jeune étant dans un parcours de vie où on est ici maintenant dans une réalité où ce qui l'importe c'est ce qui se passe dans sa vie maintenant. Même demain pour certains ados déjà c'est un défi de se projeter dans les prochaines actions, les prochaines situations. Mais là d'avoir des discours sur des peurs ou sur des conséquences à très long terme, ben on est moins crédible, hein? On a moins d'effets, puis ultimement, on n'est pas tellement écouté finalement quand on porte ce genre de message-là. Puis on a comme évolué, Valérie, aussi au niveau des pratiques, au niveau des approches à utiliser. Tu sais, moi, je me rappelle au début de ma pratique dans les écoles, il y a plus de 20 ans maintenant, on était beaucoup dans les messages de peur, tu sais, de nommer les dangers, tout ça. Et on se rend compte que, tu sais, on n'atteint pas les objectifs qu'on veut nécessairement. Un peu comme on parle depuis le début du balado, d'aller vers d'autres approches. J'aurais envie de t'entendre là-dessus. Où est-ce qu'on s'en va avec la recherche, là? Ben oui, puis ce qu'on fait maintenant, ce qui est vraiment recommandé comme posture, comme approche d'intervention puis d'action auprès des jeunes, c'est vraiment ancré dans la réduction des méfaits, dans l'approche de réduction des méfaits. Puis c'est ce qu'on fait depuis le début de ce balado-là, hein, de s'intéresser aux jeunes, à ce qu'il vit, à ses connaissances, ses perceptions, comme vraiment de l'accompagner dans cette transition-là qu'est l'adolescence, dans les nouvelles expériences qu'il vit. L'approche de réduction des méfaits, c'est exactement ce qu'elle dit. Elle dit pas qu'il y a des choses bien, qu'il y a des choses mal. Elle dit pas ce qu'on doit faire, ce qu'on doit pas faire. Elle s'intéresse à la personne d'abord, puis elle s'intéresse ultimement à faire en sorte qu'il y ait le moins de conséquences négatives dans sa vie, puis à les identifier avec lui puis avec elle. C'est quoi ces conséquences-là? D'y réfléchir, puis de faire en sorte que les choix qu'on va poser, ben, elles vont viser à réduire le plus possible ces conséquences-là. Puis des fois, j'ai l'impression que, tu sais, c'est une approche qui fait pas toujours l'unanimité de par le fait que je pense qu'elle est mal comprise, tu sais. Parce qu'on n'est pas en train d'encourager le jeune à consommer ou à lui dire que c'est correct ou quoi que ce soit. On n'est pas en train de dire aux parents non plus qu'il y a plus de cadre à mettre puis on a juste à dire go, mais faut pas qu'il y ait trop de risques, tu sais, on n'est pas là du tout, là, tu sais, puis tout dépendamment de l'âge aussi de l'enfant ou quoi que ce soit, mais c'est d'être dans l'ouverture, tout simplement, là, tu sais. D'être dans l'ouverture, dans le dialogue, d'être en mesure de réfléchir puis d'envisager la situation avec le jeune. Oui. Puis de l'amener à faire des choix qui vont être bons pour lui, qui vont être éclairés aussi. Puis ça fait partie du processus de l'adolescence, là, de développer son autonomie, de se responsabiliser et de prendre des décisions pour soi en fonction de ce en quoi on croit aussi. Absolument. Puis ça va leur donner plus le goût d'en parler avec leurs parents aussi. Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment hyper intéressant. Puis j'ai envie de rappeler encore une fois, il y a des ressources qui existent si jamais vous avez besoin comme parents là, d'avoir du support. Il y a les intervenants et les intervenantes dans nos écoles. Il y a la ligne Tel jeune parent qui existe. Il y a Info Social, donc le 811, option 2, où est-ce qu'il y a des travailleurs sociaux, travailleurs sociales qui sont là pour répondre à vos questions. Il y a la ligne aussi Info, drogue, aide et références qui est vraiment très générale, là, donc est très accessible. Si on a une question, ils vont y répondre sans problème. On rappelle que si jamais vraiment votre enfant a vraiment une présence de consommation, que vous êtes préoccupé, à ce moment-là, il y a le service à l'entourage du Centre de réadaptation en dépendance du CIUS qui existe également. Et dans notre prochain épisode, on va avoir la chance de s'entretenir avec des jeunes qui vont venir répondre à nos questions. On a hâte de les entendre. Ce balado a été réalisé grâce à la participation financière de la Direction de santé publique du CIUS de la Capitale-Nationale. Nous avons également d'autres partenaires que nous voulons remercier. Au contenu, Valérie Houle, chargée d'enseignement clinique à l'Université Laval, et Geneviève Lampron, travailleuse sociale au CSS des Découvreurs. Au visuel, Étienne Garneau, de Garneau Graphisme, diplômé du Centre de formation professionnelle Marie Rollet, du CSS des Découvreurs. À la musique, les jeunes du cours Projet Univers médiatique du Collège des Compagnons, dont entre autres Laura Boiteau, Sam Meunier et Elliott Brochu. À la réalisation, Daniel Deschaines, conseiller pédagogique, et Geneviève Lampron, travailleuse sociale du CSS des Découvreurs. Sans oublier les jeunes de nos 4 écoles secondaires qui ont participé au 3e balado, les 400 parents qui ont répondu à notre questionnaire
Et à notre centre de service scolaire, Marie-Claude Carrière, enseignante au centre de formation professionnelle Marie-Rollet, Geneviève Nadeau, répondante matière pour le domaine des arts, les intervenantes en prévention des dépendances de nos écoles secondaires, le service du secrétariat général et des communications, Corinne Gilbert, conseillère pédagogique, et en terminant, Annie Pelletier, agente de planification, de programmation et de recherche substances psychoactives chez les 12-17 ans de la Direction de la santé publique, ainsi que la Maison des jeunes de l'Ancienne Lorette et celle de Saint-Augustin-de-Desmaures. Alors, au nom du Centre de service scolaire des découvreurs, merci.